Podium, c'est le podcast hebdomadaire animé par Julien Delbove et Jérôme Neff, qui décrypte et vulgarise l'actualité digitale pour les marketing managers et les décideurs. Voilà, c'est parti. Eh bien, Jérôme, on est de retour pour une nouvelle saison de Podium. Ça, c'est un moment qu'on ne s'était plus entendu, mais là, je pense qu'avec les derniers mois, on a pas mal de nouveautés sur toutes les plateformes, pas mal de choses qui se sont passées. Donc, je pense que ce premier épisode de la saison va être assez chargé, assez rempli. On reste toujours sur la même base. On fait 3 sujets, donc Podium, du sujet numéro 3 au sujet numéro 1. Ce n'est pas nécessairement par ordre d'importance, mais c'est tout simplement pour avoir une structure dans le podcast. Et donc, on essaye toujours d'avoir des sujets qui parlent de la partie plutôt Google et la partie qui parle plutôt réseaux sociaux, méta et du marketing digital en général. Donc, comme je disais en introduction, on a beaucoup de nouveautés sur toutes les plateformes. Donc, je te propose d'embrayer, Jérôme, et que tu nous dises un peu les sujets du jour de ton côté au niveau réseaux sociaux. Ouais, écoute, enchanté de revenir. Ça faisait un petit temps effectivement qu'on n'était plus intervenu, mais effectivement beaucoup de choses se sont passées, notamment sur Instagram. On verra que Adam Mosseri, donc qui est le patron d'Instagram, est présent un petit peu partout, donc il continue à faire son RP d'une très belle manière. Et il a annoncé pas mal de nouveautés sur lesquelles on va revenir. Et puis son homologue de chez Facebook, de Meta, donc Mark Zuckerberg, nous a aussi balancé pas mal de nouveautés concernant l'IA. Et donc, on va revenir là-dedans, plus sur la partie campagne, achat, et au niveau des créas aussi directement dans les campagnes. Ok, impeccable. Ben, écoute, de mon côté, niveau Google, tracking et digital de manière plus générale, on va parler de la fin de Google Analytics. Donc, c'était la fin cet été. Ce bon vieux Universal Analytics a été arrêté cet été. On va en voir les implications et on va discuter aussi un petit peu, comme tu le disais, de l'intelligence artificielle au niveau de Google, voir comment ça impacte les campagnes et parler un petit peu du tracking de manière générale, comment est-ce qu'on mesure les conversions sur son site et quelles sont les évolutions par rapport à ça. Écoute, je te propose qu'on commence du coup par ton premier article sur les réseaux sociaux et on intervient là-dessus. Oui, mais donc revenons alors sur Instagram. Donc vous n'êtes pas censé savoir qu'Adam Mosseri est le patron d'Instagram. Si vous ne le suivez pas encore, je vous conseille très fortement d'aller le suivre sur son compte Instagram justement, sur lequel il balance quand même pas mal d'informations. Ce qui est intéressant aussi, et ce qu'on remarque depuis quelques temps avec Adam Mosseri, c'est qu'il est invité dans d'autres podcasts, et des podcasts qui sont vraiment longs. Donc c'est des interviews d'1 heure, 1 heure et demie, dans lesquelles il va distiller pas mal d'informations sur justement l'évolution de la plateforme, sur ce qu'il voit. Et donc, ce qu'il avait mentionné il y a quelques temps, donc il y a quand même 5-6 mois, c'était un petit peu l'évolution d'Instagram. Donc, comment les gens évoluent sur la plateforme, comment les gens consomment du contenu. Et donc, ce qui est intéressant pour les marques, c'est de comprendre par rapport à cette évolution, de quelle manière elles peuvent se positionner. Et donc, ce qu'on voit, c'est que des marques qui vont publier du contenu dans le fil d'actualité, c'est des choses qui sont régulières, qu'on voit encore assez fréquemment. On a pas mal de marques qui vont créer des Reels, pas mal de marques qui vont créer des Stories. Or, le plus gros de la croissance, selon Adam Mosseri, se passe dans la partie invisible, et donc tout ce qu'il y a dans la partie dark. Et donc, quand on dit dark, c'est toute la partie discussion, tout ce que les gens vont s'envoyer entre eux, tous les DM, donc les messages privés que les gens vont s'envoyer, c'est sur cette partie-là qu'on a la plus grosse croissance. Et donc, c'est toujours intéressant pour le patron d'une boîte de voir la manière dont évolue sa plateforme, quels sont les outils qu'ils vont mettre à disposition justement pour renforcer cette chose-là, et pour des annonceurs de se rendre compte, mais par rapport à cette évolution, où on se situe. Est-ce que la stratégie qu'on avait en place de manière classique au niveau de la création de contenu est toujours la plus efficace? Est-ce qu'elle est toujours à jour? Et donc, dans cette interview plus récente, dans le podcast, et on vous donnera le lien vers le podcast, il revient notamment sur la notion des followers. Alors, je suppose, Julien, que tu as déjà eu la question aussi fréquemment, et je l'ai aussi fréquemment, de dire, voilà, on a un compte Instagram, c'est chouette. Par contre, on avait une page Facebook. Sur Facebook, on cartonne. On a des dizaines de milliers de likes. Par contre, Instagram, ça décolle pas. On a beau créer du contenu, on a beau maîtriser l'algorithme dans tous les sens, créer des Reels qui sont hyper trendy, ça décolle moins. Comment on peut rendre le compte Instagram plus visible, avoir plus de followers. Et donc, Dixit, Adam Mosseri, et c'est les recommandations qu'on donne aussi de notre côté, le nombre de followers n'est plus un objectif en soi. C'était très bien il y a 3-4 ans, mais maintenant, c'est plus la métrique qu'on va mettre en avant, sachant que les algorithmes sont passés par là, que les recommandations sont hyper puissantes, et donc votre contenu, alors si vous avez beaucoup de followers, ça reste quand même une métrique qui est importante, tant mieux parce que vous aurez des gens qui vont voir, qui sont connectés, qui vont voir votre contenu, mais l'algorithme est capable de proposer votre contenu, de le recommander à des gens qui ont potentiellement un intérêt pour votre compte, qui ne vous connaissent pas encore, mais le match
Donc, la jonction va se faire entre les deux, entre votre contenu qui parle de jardinage et vous qui avez un intérêt pour le jardinage, sans pour autant connaître la réalité du compte qui a produit ce contenu-là. Et donc, premier point qui est vraiment important, de se dire, les followers, ça reste une métrique qui est importante, qui est visible, mais ça ne doit pas être en tout cas une obsession ou un objectif en soi. Retenez quand même, si la chose vous intéresse, que dans le Business Manager, donc pour créer vos campagnes, vous pouvez faire des campagnes pour générer du trafic vers votre compte Instagram et espérer de ce fait-là avoir plus de followers. Mais autre démarche que ça, on n'en a pas pour le moment pour augmenter cette métrique. Mais ce que tu dis donc ici, ce qui est plus important aujourd'hui, c'est pas d'avoir par exemple 20 000 followers sur sa page Insta, mais par exemple avoir 10 millions de vues sur ses Reels. Ça, c'est important aujourd'hui. Oui, alors je ne vais pas décrédibiliser le nombre de followers non plus, donc ça reste important. Donc si tu as un compte qui a 1 million de followers, bah, ça ne veut pas dire qu'on va les jeter à la poubelle. Ça n'empêche que tu as quand même de l'impact auprès donc, du reach, de la portée auprès de ces gens-là. Mais il ne faut pas désespérer, donc c'est plus le message ici dedans, désespérer en disant mon compte, personne ne le suit et ça ne fonctionne pas. Non, le contenu va faire en sorte de vous rendre visible potentiellement auprès d'audiences qui ne sont peut-être pas forcément à même de suivre ou de follower votre compte. Et donc ce contenu et les recommandations vont faire en sorte, quand vous produisez des Reels, d'aller augmenter votre visibilité, d'avoir une viralité que vous n'auriez peut-être pas eu autrement. Et donc les followers restent effectivement pendant tout un temps encore une métrique qui va être une métrique qui est importante. Mais voilà, il faut être raisonnable par rapport à la portée de ce que ça peut être. Donc ça, c'est effectivement le point sur les followers. Une autre annonce qui a été faite par Adam Mosseri pendant l'été, c'était le fait pour Instagram de faire le focus uniquement sur des vidéos courtes. Alors, on a toute une bataille entre Instagram, entre TikTok, entre des YouTube, donc avec les shorts, avec les Reels, avec un petit peu tous les formats qu'on pourrait avoir. Ici dedans, c'est pour moi un message qui est vraiment hyper important de se dire, nous, Instagram, on est sur des vidéos courtes. On ne se lance pas dans la bataille des vidéos longues. On n'est pas sur la prochaine plateforme qui va annoncer qu'au lieu de faire du 5 minutes, on peut faire du 10 minutes. Et puis du 10 minutes, on pourra faire du 15 minutes. Il y avait IGTV à l'époque. Si vous vous rappelez un petit peu les prémices d'Instagram, donc IGTV, c'était la version longue pour diffuser des vidéos qui était là pour contrecarrer YouTube. Et maintenant, Instagram est vraiment revenu sur l'essentiel, en tout cas ce que eux considèrent la base, comme étant vraiment des vidéos courtes, dynamiques, qui sont là pour amuser les gens, en tout cas les divertir. Et donc, c'est important pour vous, en tant que créateur de contenu, en tant que marque, en tant qu'entreprise, de se dire, voilà, la finalité d'Instagram, elle n'est pas sur ce que TikTok va faire avec des vidéos de 10 minutes, elle est vraiment fondamentalement sur des vidéos de 60-90 secondes. Et donc, c'est un point d'évolution qui est pour moi important dans la manière de créer son contenu. Et donc ça, c'est le point sur les vidéos. Et mon dernier point, en tout cas le dernier point d'Adam Mosseri, c'est une évolution dans ce qui fait sens, dans ce qu'on mesure et la manière dont Instagram va promouvoir du contenu. Et donc, ce nouvel indicateur, c'est ce qu'on appelle le sends per reach, et donc de quelle manière votre contenu a une probabilité d'être échangé avec d'autres personnes. Et ça, pour moi, c'est vraiment le point le plus important ici dedans. C'est-à-dire, plutôt que de créer du contenu pour créer du contenu et le faire parce qu'on a un calendrier éditorial, parce qu'on doit le faire, parce qu'on veut mettre en avant des messages, Instagram mesure plutôt le succès d'un contenu de par la viralité qu'il va avoir. Et la viralité, c'est le fait de pouvoir, comme toi et moi, s'échanger des messages privés sur Instagram en se disant check un petit peu ce contenu, Julien. Je sais que tu aimes bien ce genre de sport. Je t'envoie ce contenu que j'ai trouvé sur Instagram et cet échange qu'on a en message privé est le début d'une discussion. Et donc, ça montre vraiment le premier point que j'avais qui était sur l'évolution de l'activité sur Instagram qui est plutôt dans la partie dark, donc la partie qu'on ne voit pas qui est derrière, qui est dans la partie privée. Instagram va justement mettre en valeur ces contenus qui sont des initiateurs de conversation. Et donc, c'est vraiment hyper intéressant de voir un petit peu l'évolution que prend Instagram. Dans ce côté, on est là pour divertir des gens, on est là pour être des initiateurs de conversation et de pouvoir se dire, voilà, j'ai une passion pour telle ou telle chose. Grâce à ce qui est sur la plateforme, ça me permet d'engager avec mes potes, d'avoir des discussions, de partager. De la même manière qu'on peut partager des stories, on va trouver ça cool, on va la partager avec quelqu'un. De la même manière qu'on va trouver un reel hyper divertissant que je vais la partager avec une autre personne. Et donc, ce sends per reach, donc de quelle manière on va pouvoir partager un contenu divisé par la portée, pour moi, est quand même hyper intéressant. Et donc, ça montre un petit peu l'évolution qu'a Instagram et les efforts qu'ils vont mettre là-dedans. Et donc, c'est aussi le dernier point sur lequel je veux revenir. Sachant la manière dont la plateforme évolue, Instagram met aussi des efforts
dans le sens où évolue sa plateforme. Donc, c'est pas de se dire les gens font ce genre de promotion, ou en tout cas partagent le contenu de telle manière, nous, ça nous plaît pas, on va revenir sur la mise en avant du fil d'actualité. Non, ils se rendent compte que c'est important, que ça évolue de cette manière-là. Eux-mêmes vont mettre de plus en plus d'importance et d'emphase sur ce genre d'évolution dans la plateforme. C'est ce qu'on voit aujourd'hui, hein, quand tu vas, sur les reels. Ce que tu vois parfois, c'est des vidéos qui ont 1 million de likes, qui ont 2 000 à 3 000 commentaires, mais qui ont 500 000 ou 600 000 shares. Enfin, envoie en message privé. Et donc finalement, Oui, avant, ce que les gens faisaient, ils se taguaient en commentaire. Maintenant, c'est vrai, comme tu dis, les gens s'envoient la vidéo en DM pour se partager des trucs. Et c'est sûr, enfin, on le voit souvent, c'est des vidéos qui sont soit fun, soit inspirationnelles, soit tutoriels pour apprendre à faire quelque chose. Et donc c'est vrai, et j'ai même remarqué, je sais pas si tu l'as remarqué aussi, que parfois, sur certains reels, l'option commentaire est tout simplement désactivée. Et tu peux juste liker ou la partager. Et donc, en fait, l'interaction en commentaire devient moins intéressante finalement, mais le partage, comme tu dis, un cercle privé devient plus intéressant. Et je trouve ça intéressant qu'Instagram en fasse un métrix et justement l'utilise, ce que je suppose, dis-moi si je me trompe, mais qu'ils vont utiliser ce send per reach, comme tu disais, pour plus ou moins diffuser organiquement cette vidéo. Au plus tu auras d'engagement de send, au plus ta vidéo sera virale. Je suppose que c'est un peu ça qui se cache derrière aussi. oui, d'office, sûr et certain. À partir du moment où eux le communiquent, le mettent en avant, tu peux être sûr que c'est un des éléments qui rentre en compte dans l'algorithme. Mais on reviendra par la suite, dans un prochain épisode de podcast, sur une autre métrique maintenant qui a été mise en avant, qui sont les views, qui est une métrique qui sera commune partout dans Instagram. Donc il y a des choses qui évoluent, ça c'est sûr. Mais donc c'est toujours voilà, intéressant de suivre l'évolution d'une plateforme, surtout avec le rival d'en face, TikTok, qui fait aussi beaucoup de bruit, qui a pas mal de choses qui sont annoncées. Mais donc voilà, ça vaut toujours la peine d'écouter ce que dit Adam Mosseri. Il y a toujours à boire et à manger. Il fait un show à l'américaine qui est toujours hyper intéressant. Donc en termes de communication, allez écouter ce qu'il raconte, allez voir ce qu'il raconte surtout aussi en dehors de ses propres plateformes. Donc pas uniquement ce que lui va raconter dans Instagram, mais quand il est invité dans des talk shows. C'est long, c'est 1h20, mais ça vaut la peine effectivement de se concentrer là-dessus, de reprendre différents messages qui sont clés et de voir l'évolution et d'office de se dire mais de quelle manière, moi qui crée mon contenu de manière régulière, de quelle manière je peux m'inscrire dans cette tendance qui est profonde et qui va être mise en avant de plus en plus par Instagram et donc favorisée au sein de l'algorithme. Quels sont les contenus que je peux créer qui vont servir de détonateur ou de start pour une conversation avec des potes. C'est ça. Donc, ce que tu dis aujourd'hui, si on peut donner un conseil aux marques par rapport à ça, de ce que je retiens de ces différents points d'Adam Mosseri, c'est qu'aujourd'hui, plutôt que de faire, et je prends vraiment un exemple très très large, une grille classique de posts carrés de 9 posts pour ton feed Instagram, une marque est mieux de plutôt essayer de s'orienter vers de la vidéo de 60 à 90 secondes qui justement peut être facilement partageable à quelqu'un et que les groupes puissent facilement la partager. C'est plus vers ça qu'on va aujourd'hui alors pour les marques. Oui, mais de nouveau, ça c'est toujours facile à dire. Après, à mettre en pratique, c'est toujours un énorme challenge, dépendant du secteur dans lequel on est, dépendant des capacités qu'on a en termes de créa. Et puis après, il ne faut pas non plus vouloir dénaturer son message absolument pour rentrer dans les cases. Tout dépend de ce que vous voulez raconter. Après, si ça peut rentrer dans cette manière-là, dans cette nouvelle manière de raconter des choses sur Instagram, tant mieux. Sachez en tout cas que vous marquerez des points auprès d'Instagram et auprès de la manière dont évolue la plateforme. Top, super intéressant. Super intéressant et c'est vrai comme tu dis, je pense qu'il y a un gap qui se crée aussi parce qu'il faut se respecter entre guillemets «les codes de la plateforme». On le répète souvent, mais après la mise en place est difficile. On le voit même nous, créer du contenu, ça prend du temps, ça demande vraiment un investissement en temps et même en argent et c'est vraiment pas simple à faire et donc c'est vraiment un gros challenge, je pense, pour les marques aujourd'hui de pouvoir, s'adapter à l'évolution constante de ces plateformes parce que, comme on le dit, tous les 3 mois ça change, tous les 6 mois il y a quelque chose de nouveau qui arrive et c'est pas toujours évident de suivre le train, même pour nous qui sommes dans le business. Je te laisse embrayer du coup sur le deuxième article réseaux sociaux du jour. Oui. Donc ça, c'est notre ami Mark Zuckerberg qui a fait une présentation des résultats Q2 un petit peu de Meta et des évolutions de la plateforme. Donc, on reviendra de nouveau en détail un peu plus sur l'évolution de Facebook, sur les cibles, ou en tout cas les publics qui évoluent au sein de la plateforme. Et donc, on va un peu tordre le cou à ce qu'on a tendance à croire que Facebook n'est que pour les vieux, mais on y reviendra par la suite. Ce qui pour moi était plus intéressant, c'est une mini partie de son intervention qui concernait l'IA et la partie création de campagne. Donc, si vous créez des campagnes pour le moment ou si vous faites appel à des agences pour le faire, peut-être que l'agence vous a déjà challengé en disant « Ok,
c'est super ce que vous nous demandez, de vouloir cibler des gens qui ont tel paramètre d'âge, d'intérêt, de genre, de localisation. Mais sachez en tout cas que dans la plateforme, on va de plus en plus vers des solutions automatisées ou des solutions boostées à l'IA, au machine learning, qu'on va appeler toute la solution Advantage+. Et donc, ce côté Advantage+, vous enlève une partie du contrôle, vous en tant que marque, en tant qu'annonceur, et vous mettez ce contrôle dans les mains de Meta, qui, de par le nombre incalculable de campagnes qui ont pu être générées, le nombre de data qu'ils maîtrisent, l'analyse du comportement des gens sur la plateforme, sont a priori plus à même de pouvoir prédire quelle est votre audience. Donc, sur base de ce que vous allez donner comme contenu, ils vont dire, OK, mais ne nous mettez pas trop de contraintes au niveau de l'audience, n'essayez plus de définir des personas comme on le faisait à l'époque. Donnez-nous juste de la guidance. Donc, c'est même plus de discriminer, entre guillemets, sur certains attributs. Donnez-nous juste de l'input en disant, voilà, ça, c'est notre fichier client. Ça, c'est des gens qui ont interagi avec nos posts. Ça représente des gens qui vont sur notre site. Vous nous donnez ça. Nous, Meta, on va commencer à regarder un petit peu d'abord ces personnes-là pour diffuser votre publicité. Et puis, une fois qu'on aura compris un petit peu quelles sont les bonnes personnes ou quel est le pattern qui nous intéresse, on va étendre l'audience et on va se permettre d'aller beaucoup plus large que ce que vous vouliez avoir. Donc ça, c'était sur la partie audience. On arrive aussi sur la partie IA au niveau création de contenu. Et maintenant, dans toutes les campagnes shopping, Meta est déjà capable de recréer des nouveaux backgrounds, de créer des nouveaux fonds par rapport à une image. Et donc, automatiquement, il va vous proposer des variations de votre image pour se dire, mais par rapport à ça, plutôt que d'être limité avec un visuel que vous avez donné, il va se permettre de pouvoir faire visuel 1, 2, 3, 4, il les fait à la volée, un petit peu comme si vous aviez un prompt dans Midjourney ou dans une autre solution d'IA graphique qui est capable de vous trier à la volée assez rapidement les choses. Donc ça, c'est la situation actuelle. Et donc, ce qu'on voit, ce qu'on peut pressentir, c'est qu'effectivement, ce contrôle de l'IA sur les campagnes va être de plus en plus profond et de plus en plus loin. Et donc, ce que nous dit Mark Zuckerberg dans ce document, c'est qu'a priori, dans un futur proche, lointain, et en tout cas, ce n'est pas forcément une utopie, une agence ou un business devra uniquement faire un prompt et dire, voilà, ça c'est mon budget, ça c'est mes objectifs, et c'est tout. Et donc, le métier, ou en tout cas la manière de créer des campagnes, change radicalement du tout au tout. Vous donnez le contrôle intégral et quasi absolu à Meta, en lui donnant juste de la guidance budgétaire, de la guidance au niveau des objectifs, et pour le reste, il va se débrouiller. Donc, est-ce que c'est la science-fiction? Honnêtement, je ne le pense pas. Vu la manière dont le business manager a évolué sur les 2 dernières années, on voit bien qu'on perd le contrôle de plus en plus sur certaines choses, en tout cas que Meta arrive à nous prouver qu'il est plus efficace que nous dans la manière dont il définissait les campagnes. Donc, si on continue la même logique, le même raisonnement, on pourrait très bien dire effectivement qu'en donnant une partie d'information, Meta sera capable de faire le reste. Et donc voilà, c'est une partie de l'intervention de Mark Zuckerberg, mais qui pour moi est hyper intéressante. Alors je dis pas qu'elle doit alerter les gens, mais de se dire, voilà, dans un futur proche, et tu pourras, je pense, le confirmer aussi sur la partie Google Ads, de plus en plus, la plateforme est capable de suggestions et de suggestions qui sont de plus en plus crédibles. On n'est plus sur des visuels qui étaient avec 12 doigts, avec 3 yeux et des trucs qui étaient hyper mal foutus. Idem sur les suggestions d'audience. John Loomer, qui est une personne dont on fait assez souvent référence ici dans le podcast, a fait des études justement pour voir de quelle manière, en faisant de l'Advantage+, donc de l'achat entre guillemets automatisé, de quelle manière Meta allait répartir l'argent. Et donc, on peut voir des splits d'audience. Et donc, on pouvait voir effectivement de quelle manière Meta, de manière automatique, va faire d'abord un focus sur les audiences qu'on connaît et puis va faire de l'élargissement d'audience. Et donc, ces choses-là sont aussi hyper intéressantes. Mais donc, le point de se dire qu'en fait, pour faire des campagnes, on va juste donner de la guidance, objectif et budget et Meta va faire le reste, c'est peut-être de la science-fiction, entre guillemets, encore à ce stade-ci. On se reparle dans un an. Je suis curieux de voir l'évolution de la plateforme et jusqu'où l'IA a été intégrée et jusqu'où le machine learning peut nous aider et jusqu'à quel point le contrôle aura été retiré en partie ou en totalité aux marketeurs qui sont encore présents sur la plateforme. Et donc, c'est vraiment un point, je pense, à partir du moment où il est énoncé, on peut très bien se dire qu'il y a une volonté, en tout cas, de continuer à creuser la mise en avant des outils d'IA dans ces plateformes. Donc, je ne sais pas ce que toi t'en penses, Julien. Le fait qu'il l'annonce, pour moi, est juste une suite logique de ce qu'on peut attendre. Alors, est-ce que ça va arriver à terme? Est-ce que c'est bien? Est-ce que c'est mal? Comment ça va se faire? J'en ai aucune idée. Mais je pense que c'est dans la suite logique de ce qu'on peut voir sur les plateformes.
Tout à fait. Pour faire le parallèle avec Google, je pense que ça va être un petit peu pareil. Quand tu vois aujourd'hui dans la plateforme Google, au niveau des annonces, quand tu fais du search, tu as déjà un outil d'IA qui te permet de rédiger tes annonces et t'aider à rédiger tes annonces pour toi. Et ça va arriver. Quand tu vois aujourd'hui, par exemple, nous, ce qu'on fait personnellement dans nos campagnes Google Ads au niveau de l'agence, quand tu utilises non pas ChatGPT, mais Gemini, qui est l'outil AI de Google et que tu lui demandes, bah, voilà, je suis une entreprise de toiture, trouve-moi tous les mots-clés qui font référence à mon activité, classe-les en campagne, en ad group et donne-moi les estimations de coûts par clic et de budget. En fait, Gemini te fait tout le boulot et donc il va trouver lui-même les mots-clés, il va lui-même te les classer en ad group, en campagne, il va te donner un forecast d'impression de clics que tu peux en avoir et de coûts et si tu lui donnes encore un petit prompt en lui disant: bah, voilà, mets-moi ça en page dans une espèce de fichier Excel que je n'ai qu'à importer dans Google Ads et en fait, tu crées ta campagne littéralement en 2 minutes et ton boulot est de vérifier que les informations à l'intérieur sont bonnes et donc si on peut déjà le faire manuellement via Gemini, si dans 3 mois, Google va connecter Gemini avec la plateforme Google Ads et bien effectivement, tu vas faire un prompt dans Gemini, il va faire toute la recherche et il va t'envoyer l'info dans Google Ads et tu as qu'à cliquer sur play. Donc ça va arriver aussi au niveau de Google Ads et je ne serais pas surpris, comme tu dis, dans 6 mois que tu doives mettre un prompt au niveau de ton business manager et qu'il te fasse toute ta campagne et toi, en tant que pro, bah, tu vas vérifier les paramètres à l'intérieur que tu peux encore vérifier. Ça, c'est un autre point. Mais ça pose encore une fois aujourd'hui la question de, la place de la technique par rapport à la créativité. Si tu te souviens, il y a quelques années, Jérôme, il y avait des super techniciens de fou au niveau de Meta, qui allaient chipoter le moindre petit paramètre, qui faisaient plein de tests et compagnie et qui avaient des gros résultats. Je ne sais pas si tu te souviens de Tim Bird, un Américain. Il avait fait quelques méthodes il y a quelques années pour l'e-commerce. C'était vraiment fou les méthodes qu'il mettait en place, mais aujourd'hui tout ça est balayé et remplacé par le machine learning de Meta qui en gros te dit: bah, tu cibles toute la Belgique, tu nous mets juste 3-4 créas et nous on s'occupe du reste. Et pour l'avoir testé toi aussi, ça fonctionne pas mal. Et donc ça remet la place Oui, du marketeur, je trouve aujourd'hui, à plus réfléchir son message. Comme tu disais, les personas, bah, les personas ont plus un intérêt aujourd'hui pour se dire: «Qu'est-ce que je vais raconter à mon persona?» plutôt que: «Comment est-ce que je vais cibler ce persona dans Meta avec quels paramètres?» Tu vas laisser faire la machine et toi, ton boulot de marketeur va être de réfléchir à de meilleurs messages et à de la meilleure créa, mais créa que tu peux faire aussi avec de l'IA. Et on en parlait juste avant le podcast, on a testé pour quelques clients des créas générées avec l'IA. Ça marche super bien. Ça marche super bien. Donc, c'est vraiment des outils qu'il faut utiliser aujourd'hui. Et comme tu dis, à un moment donné, tout ça sera intégré directement dans les plateformes. Ça, c'est sûr et certain. Et donc, on en parlait déjà il y a 6 mois, un an. Il va falloir devenir des spécialistes des prompts. Et celui qui va gagner, bah, c'est celui qui aura réussi à mettre en place les meilleurs prompts et la meilleure manière de piloter les outils finalement. Parce que, bah, quand on voit aujourd'hui un Gemini ou un ChatGPT, si tu lui mets un prompt pas terrible, bah, le résultat sera pas terrible. Mais si tu arrives à trouver le bon prompt, à bien le piloter, bah, tu peux avoir des super résultats. Et donc je pense que ça en revient un peu à ça, mais effectivement quelqu'un qui se lance dans le digital aujourd'hui et qui veut être juste un pur technicien de campagne, il faut un peu se remettre en question et se dire, comme tu dis, autant dans Google Ads que Meta, que tout s'automatise un petit peu. Donc, vaut mieux revenir au basique de son persona, de son message, de sa créa. Et une grosse partie de la technique va être faite par les outils, du coup. Donc oui. ouais, si ça tombe Après, dans ce avoir cas-là, la qualité de ce qui en sort aussi, hein. Donc ça, c'est un autre débat éternel et on ne va pas le résoudre aujourd'hui, de se dire, OK, est-ce qu'au final, dépendant de mon business, bah, je serai content de ce qui est proposé. Est-ce que toi, j'ai pas encore un input à avoir par rapport à ça? Donc voilà, ça, c'est des choses qu'on laisse sur le côté pour le moment. Retenez juste qu'effectivement, au niveau technique, de plus en plus, on va vers une intégration forte entre des outils d'IA et la plateforme sur laquelle on fait l'achat média, que ce soit du Google, que ce soit du Meta. On en reparlera, je pense, assez fréquemment ici dans les semaines, dans les mois à venir. Mais de fait, les agences avec lesquelles vous travaillez, ou toi-même, toi, chez Isoar, font déjà appel à ce genre d'outils. Donc, le fait d'avoir des gens qui faisaient que des headlines, que des copies et tout ça, c'est une partie des choses qui sont challengées pour le moment par les métiers et par l'IA. clairement. Et donc pour terminer là-dessus, hem, comme on le disait, la création d'assets, de copies, de campagnes va être de plus en plus automatisée. Donc ce qui va être important maintenant, c'est pouvoir, bah, mesurer correctement les résultats de ces campagnes et ça, c'est un gros challenge aussi aujourd'hui. Donc ça me permet, Jérôme, d'embrayer sur le dernier sujet aujourd'hui. Il y a pas mal de choses qui ont bougé au niveau Google cet été, notamment la fin de Universal Analytics. Donc toi, je ne sais pas si tu avais eu l'occasion d'utiliser cette plateforme, Universal Analytics dans le passé?
Oui, c'était celle que j'ai toujours utilisée et j'ai pleuré quand ils ont mis GA4 en place parce que je ne retrouvais rien. Mais donc, c'est celle qui historiquement me servait effectivement à faire de la mesure de, de statistiques et d'analyse. Mais tu es dans le cas de beaucoup et en fait, cette plateforme Universal Analytics, c'est un peu les débuts du digital. Tout le monde, déjà il y a 7-8 ans, qui se mettait un peu dans le digital, ben, commençait un petit peu à toucher Universal Analytics, c'était le leader. C'était le category king au niveau de la mesure des résultats et donc cet outil, que moi je trouvais super, super sympa, c'est là-dessus aussi que moi j'ai commencé, est arrivé en fin de vie l'été passé, au profit de GA4 pour plein de raisons qu'on ne va pas réévoquer ici. Et donc, Google a laissé un peu de temps à tout le monde de passer sur GA4 et Universal Analytics arrivait vraiment en fin de vie ici ce mois de juillet 2024. Et ce qui se passe depuis le mois de juillet, c'est que les comptes Universal Analytics ont été purgés de leurs données. Donc, c'est-à-dire que Universal Analytics avait arrêté d'enregistrer de la donnée depuis quelques mois, depuis l'été passé. Donc, même si tu l'avais toujours sur ton site, il était là, mais il ne servait plus à rien, il n'enregistrait plus de données, mais tu avais encore tes données historiques des années précédentes. Et ce qui s'est passé depuis ce mois de juillet ici, c'est qu'ils ont purement et simplement purgé les Universal Analytics. Et donc, comme beaucoup, si tu as oublié d'enregistrer cette donnée d'Universal Analytics, et encore une fois, je ne jette pas la pierre parce que bah voilà, c'est un outil, comment est-ce qu'on fait pour exporter cette donnée, qu'est-ce qu'on en fait, comment est-ce qu'on la gère, c'est pas toujours évident. Mais grosso modo, si tu ne l'as pas enregistré, c'est le cas pour beaucoup, ben, en fait, tu vas retourner dans ton Universal Analytics ici cet été pour faire un comparatif avec les 5 dernières années, ben, en fait, tu vas te rendre compte que c'est vide. Il y a plus rien. Donc ça, je trouve qu'à ce niveau-là, c'était prévu. Les gens ont quand même eu 1 an et demi pour le faire, mais voilà, ça a vraiment sonné la toute fin d'Universal Analytics. Mais tu sais, j'ai encore certains audits qu'on fait aujourd'hui où tu as encore des boîtes qui ont le tag Universal Analytics sur leur site. Et donc, tu as toujours ces vieux tags qui traînent. Donc, petit rappel à tout le monde de faire un petit nettoyage d'été de tous ces tags. Mais grosso modo, ça veut dire qu'aujourd'hui, toutes ces automatisations dans les plateformes, on branche sa carte de crédit, on donne son objectif et la plateforme fait un peu tout ça. Qu'est-ce qui nous reste derrière? C'est mesurer si ça marche. Et les outils analytics font partie de ça pour nous aider à mesurer si ça fonctionne. Mais c'est pas toujours évident aujourd'hui. Et bah, tu le sais, hein, avec les régulations, on doit de un demander le consentement à l'utilisateur sur le site. S'il ne le donne pas, on n'est pas censé le traquer. Donc ça veut dire moins de data dans les plateformes. Tu as de plus en plus de gens qui utilisent tout simplement des adblockers sur leur navigateur. Tu as des navigateurs eux-mêmes qui bloquent les trackers. C'est le cas par exemple de Firefox ou bien tu as simplement même les iPhones avec iOS 14. Quand tu ouvres une app, ils te demandent est-ce que tu acceptes d'être traqué ou pas. Donc tu as plein de choses qui font que bah, tu as de moins en moins de données finalement pour mesurer tes campagnes. Et Google, ça les intéresse pas. Parce que si tu as plus que 30 ou 40 de la donnée réelle dans ton Google Analytics, bah, tu vas te dire: «Est-ce que je vais prendre des décisions business basées là-dessus?» Bah, peut-être pas spécialement et ça risque que les gens se détournent un peu de ces outils-là. Donc ce qui se passe aujourd'hui, c'est que, sur les quelques derniers mois, Google a mis en place un comment on peut appeler ça? Pas une technique, mais un nouveau produit qui s'appelle Consent Mode V2. Et pour t'expliquer très simplement ce que ce Consent Mode V2 fait, si tu as un utilisateur qui arrive sur ton site et qui clique OK, qui accepte d'être traqué, eh bien, tu vas pouvoir mesurer ce qu'il fait dans ton Google Analytics, ou dans tes campagnes Google Ads. Mais si cet utilisateur dit non, bah, qu'est-ce qui se passait auparavant? C'est que, bah, voilà, cet utilisateur n'était pas enregistré dans ton Analytics et s'il convertissait, il envoyait un formulaire ou faisait une vente, ça ne pouvait pas être attribué à tes campagnes dans Google Ads. Donc effectivement, c'était embêtant parce qu'on le voyait chez beaucoup de clients, le taux d'acceptation des cookies était pas très haut. On avait des clients pour lesquels, il y avait seulement 30 ou 40 des gens qui acceptaient les cookies. Donc tu perds une grosse partie de la donnée réelle. Donc ce que Google a fait avec ce fameux Consent Mode V2, c'est qu'en fait, même si un utilisateur clique sur «Je refuse d'être traqué», Google va quand même enregistrer son comportement et va, avec ces gens-là qui ne sont pas censés être traqués et avec ceux qui ont cliqué sur «J'accepte les cookies», il va modéliser de la donnée, il va faire des estimations en se disant: «Voilà, si 100 des utilisateurs, avaient cliqué sur OK, ben, on aurait eu autant de conversions» et donc en fait, il va modéliser, il va créer, il va inventer de la donnée qui va venir te pousser dans Analytics et dans Google Ads pour pouvoir te montrer, si tu veux, un petit peu plus de data dans tes plateformes que ce que tu n'as pu réellement mesurer. Mais donc ça pose un doute aujourd'hui, c'est que, est-ce que je fais confiance à Google et est-ce que sa modélisation, tu vois, son forecast est correct? Ou alors est-ce que peut-être les résultats qu'il m'invente dans mon GA4 et dans mon Google Ads sont peut-être pas corrects du tout? Et donc ce qui pose problème aujourd'hui pour beaucoup de boîtes et beaucoup de marques, c'est de se dire: «Je fais plein de campagnes, j'ai envie d'investir dans le digital,
Mais derrière, au niveau de la mesure, déjà, je comprends rien. Et en plus, les plateformes maintenant commencent à m'inventer de la donnée basée sur la donnée que j'ai pour essayer de faire un petit pont entre les 2. Donc ça devient très compliqué aujourd'hui, vraiment très compliqué aujourd'hui pour les marques. Simplement de comparer, voilà, j'ai mis 1 000 € dans Meta, j'ai mis 1 000 € dans Google Ads. C'est quoi mon retour sur investissement de chaque plateforme et est-ce que je devrais investir plus dans l'une ou dans l'autre? C'est un vrai casse-tête aujourd'hui. Donc ce qu'on conseille, aujourd'hui à nos clients, tu le sais, hein, il y a plusieurs solutions qui existent. Meta a fait la sienne Conversion API et si vous avez déjà eu un représentant Facebook en ligne, il vous a parlé du Conversion API pour essayer d'aller récupérer un peu de données supplémentaires. Donc cette solution du server-side tracking ou du Conversion API sur Meta, on le fait. C'est ce qu'on essaie de pousser nous aussi chez la majorité de nos clients. Ça te permet de récupérer la donnée qui est bloquée par les ad bloqueurs et par les navigateurs qui bloquent les trackers et je veux faire un point là-dessus, Jérôme. Beaucoup de marques pensent à tort qu'en installant ces fameux Conversion API ou server-side tracking que les représentants Google et Meta mettent en avant, que tu vas pouvoir subitement récupérer 100 de la donnée. C'est pas vrai. Techniquement, tu peux le faire. Je ne veux pas dire comment, mais tu peux le faire. Mais ça, c'est pas le but. Il faut respecter le consentement. Donc, c'est pas parce que tu as un server-side tracking ou un Conversion API que tu ne respectes pas le choix de l'utilisateur, même si techniquement c'est possible. L'idée ici, c'est de surtout bypasser les ad bloqueurs et les navigateurs qui bloqueraient les trackers. D'expérience, ce qu'on voit sur nos clients, ça te permet de récupérer, je parle encore une fois ici en Belgique sur des PME, à peu près 20% de la donnée. C'est ce qu'on voit dans Meta, hein. Tu as la petite courbe de ton pixel et tu as la petite courbe du Conversion API et ça permet de récupérer à peu près 20%. Donc la question aujourd'hui de se dire, mais c'est la discussion qu'on a avec nos clients. Est-ce que tout cet investissement technique, cet investissement en temps pour aller récupérer 15-20% de données et encore une fois, ça marche aujourd'hui au mois de juillet-août 2024, mais peut-être dans 6 mois ou 1 an, on ne sera plus au même niveau. Est-ce que tout cet investissement technique vaut vraiment la peine? Oui, parce qu'on n'a pas le choix de le faire de cette manière-là et les plateformes vont nous pousser. Mais ce qu'il faut surtout faire derrière, c'est vraiment mettre en corrélation tout simplement tes données digitales, tes investissements médias et regarder dans ton CRM. Et c'est fou encore aujourd'hui, tu as énormément de PME qui ne regardent pas vraiment, qui n'ont peut-être même pas encore vraiment de CRM ou même un fichier Excel avec les ventes. Et donc en fait, ce qu'on fait aujourd'hui pour la majorité de nos clients, même si on a des technologies très techniques à mettre en place, comme le server-side et qu'on le fait, on fait un simple Excel, Jérôme, on a dépensé 500 € en Meta, 200 € en Google Ads cette semaine, on a eu autant de clients dans le CRM et on mesure ça toutes les semaines. Et alors on fait varier nos investissements dans les plateformes et on regarde l'impact sur le bottom line, c'est-à-dire sur le nombre de leads et le nombre de clients ou de ventes dans le CRM. Donc aujourd'hui, avec toute cette automatisation, il faut aussi des fois faire un petit pas sur le côté et repartir sur du business classique qui est de comparer, voilà, je fais un investissement d'autant en digital. C'est impossible aujourd'hui de calculer exactement mon coût par lead sur Meta ou mon coût par lead par mot-clé dans Google Ads. Par contre, je vais regarder dans mon CRM, dans la globalité, est-ce que c'est toujours rentable ce que je fais? Donc, il faut s'adapter vraiment aux plateformes. Toi, justement, de ton côté, est-ce que tu as eu la possibilité de tester ce Conversion API? C'est quoi ton retour là-dessus? Oui, c'est devenu un peu la nouvelle norme, hein. Avant, tu avais le pixel. De fait, je pense que les gens ont bien intégré le fait que le pixel et les cookies allaient disparaître, même si Google est quand même revenu un petit peu sur son annonce. Le fait qu'on ait la Conversion API, et je pense que c'était intéressant ce que tu as dit, ça permet effectivement de traquer plus de choses, mais ça ne traque pas tout. Et je pense que c'est ça le plus gros problème, ou en tout cas le plus gros souci qu'on puisse avoir, c'est de penser que ce qu'on voit sur les plateformes permet de tout mesurer et qu'on est sur une vision globale et correcte des choses. On reste effectivement sur des limitations qui existent au niveau de ce qu'on peut mesurer, et donc ce que tu disais avec le CRM, avec le fichier Excel. Mais je ne pense pas que l'immense majorité des clients soient vraiment à même et au courant de se dire, OK, ce que je vois n'est qu'une vue de ce que j'ai. Le fait que Meta m'annonce ce genre de résultats, c'est bien, mais c'est une partie de la réalité. Et donc, je pense qu'il y a encore un gros boulot à faire à ce niveau-là, de pouvoir comprendre effectivement ce qu'on peut mesurer, ce qu'on ne peut pas mesurer, ce que permettent de faire les analytics, ce qui ne permettent pas de faire, et de pouvoir un petit peu redescendre ce qu'on peut voir sur les plateformes, plutôt que de se dire « Ah, bah c'est cool, Meta m'annonce 100, donc ça vaut 100 ». Il y a quand même d'autres choses qui se passent derrière, mais ça demande en tout cas une certaine agilité au niveau de la compréhension de ce qu'on peut retirer sur les plateformes. Et ce qui est pour moi un petit peu le piège qu'on a justement avec des représentants ou avec d'autres discours qu'on peut avoir, c'est de dire on a une contrainte qui est inhérente à d'autres plateformes avec la disparition des cookies.
on a une nouvelle solution qui s'appelle un Conversion API que vous allez mettre en place qui va vous permettre de retrouver la situation comme vous aviez avant. Sauf que ce n'est pas totalement vrai. Ce que tu disais, c'est qu'on perd effectivement les gens qui ne donnent pas le consentement. On n'est pas censé pouvoir les traquer, donc on perd de la data. Et donc, je ne suis pas sûr que tout le monde, toutes les entreprises soient vraiment au fait de se dire quelle est la part réelle de ce qui est mesuré et de quelle manière, par rapport aux chiffres, je dois les relativiser et en tout cas diminuer l'importance de ce qui m'est donné, ou en tout cas pouvoir me dire, par rapport à ça, je suis critique par rapport aux data, plutôt que de dire, j'ai fait une super campagne, j'ai un CPC à 0,5, à 0,10, ou j'ai un CPM à telle valeur. Il y a quand même d'autres choses à prendre en compte, et ça demande, en tout cas, je pense que c'est ça le plus gros point, ça demande une certaine complexité, ou en tout cas une certaine souplesse au niveau de la compréhension et du reporting, ce qui reste, je pense, un enjeu crucial, et qui est pas forcément toujours le plus au point dans les différentes entreprises qu'on peut voir. Et donc, il y a en tout cas beaucoup de boulot à ce niveau-là. Non, c'est clair. Et si on pouvait juste donner 3 conseils pour finir, parce qu'on sait que, c'est compliqué pour les PME. Elles doivent faire leur boulot, elles doivent gérer les employés, faire de la compta, faire de la vente. Et donc toutes ces histoires d'analytics et de tracking, ça leur passe au-dessus de la tête et c'est tout à fait normal. Et donc, 1er conseil que je donnerais par rapport à ça, c'est si vous avez un analytics sur votre site, un outil analytics, ne prenez pas les chiffres que vous voyez dedans comme, chiffres absolus. Prenez ça comme des tendances. C'est-à-dire que si vous voyez 3 000 visiteurs ce mois-ci, dans la réalité, vous n'avez pas eu 3 000 visiteurs, vous en avez probablement eu plus, peut-être eu moins, une partie sont des bots. Mais vous ne pensez pas que vous en avez eu exactement 3 000 différents sur votre site. Par contre, ce que vous pouvez faire, si vous voyez que ce mois-ci, vous en avez 3 000 et que le mois suivant, vous en avez 5 000, vous pouvez dire: «Tiens, voilà, j'ai une tendance haussière», mais pas prendre les résultats, de manière absolue. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose qu'on conseille de faire aussi, c'est de simplement regarder les chiffres de ce fameux, bannière de consentement de cookies que vous avez sur votre site. S'il est setupé correctement, il va respecter le choix de l'utilisateur. Donc si les gens disent oui, ils seront traqués. Si les gens disent non, ils ne seront pas traqués. Et ces petits outils de consentement, normalement, pour la grande majorité, vous donnent combien de personnes ont dit oui, combien de personnes ont dit non. Et ça vous permet de savoir tout simplement, voilà, vous faites votre rapport du mois d'août, vous allez voir dans votre outil de gestion de consentement de cookies, l'outil vous dit, voilà, 50% des utilisateurs ont dit OK et 50% ont dit non. Eh bien, quand vous allez aller voir vos données dans votre Google Analytics pour voir les résultats du mois d'août, vous dites: «OK, je vois des résultats, mais je sais que ces résultats ne représenteraient que 50% de la réalité parce que je sais que la moitié des gens n'ont pas accepté les cookies». Donc vous savez déjà que ce que vous voyez n'est qu'une partie de la réalité. Mais au moins, vous savez déjà quel pourcentage. Et ça, je remarque que presque personne ne le fait. Donc allez simplement voir les pourcentages dans votre, cookie banner et dites-vous combien de pourcentage de la réalité j'ai donc dans mon analytics ou dans mon Facebook ou autre. Ça, c'est le deuxième conseil. Et le troisième conseil, j'ai déjà mentionné tout à l'heure, c'est simplement mettez dans 2 colonnes vos investissements médias d'un côté et de l'autre côté, votre business réel, vos leads réels qui sont dans votre boîte mail, dans votre CRM, les coups de fil que vous avez reçus et mettez ça en relation. Ne regardez pas uniquement les conversions que vous voyez dans Meta ou uniquement les conversions que vous voyez dans GA4, mais regardez simplement aussi des fois, voilà, j'ai triplé mon investissement digital, est-ce que mon volume de lead a triplé dans les 3 mois suivants? Et faites les corrélations entre les 2. Ça, c'est super important aujourd'hui. Et donc si vous faites ça, vous savez et vous acceptez que la mesure du digital aujourd'hui est incomplète, mais vous pouvez toujours vous servir de ces outils pour faire, des corrélations, pour avoir des tendances et c'est à ça qu'ils servent, c'est pas pour avoir des chiffres absolus. Donc ça, je pense que c'est 3 conseils qui sont vraiment super importants pour les marketeurs et les entrepreneurs. Est-ce que toi, tu aurais d'autres conseils au niveau méta, du coup? Qu'est-ce que les marques doivent faire ici, du coup, en 2024 pour pouvoir, avoir des datas qui soient un peu plus crédibles en méta? Est-ce qu'il y a d'autres choses à faire? Oh, je pense qu'on pourra faire tout un épisode de podium là-dessus, justement sur le ads reporting pour mesurer d'autres choses que ce qu'on voit juste ici dedans, pouvoir créer des conversions personnalisées. Donc, je pense qu'on peut effectivement passer pas mal de temps là-dessus pour aller un petit peu plus loin que ce qu'on peut avoir en surface et de prendre juste ces indicateurs comme étant ceux qui définissent la réalité. Donc, je pense qu'il y a effectivement de la matière par rapport à ça. Et ça vaudrait la peine de passer du temps justement sur le ads reporting, donc le rapport publicitaire, qui vous permet justement de construire d'autres choses, d'avoir des vues qui sont beaucoup plus précises, de prendre en compte aussi les phénomènes d'attribution. Donc maintenant, Meta a annoncé aussi d'autres attributions sur un jour, on a des 7 jours, on a sur les vues engagées, on a sur le first event.
Donc, il y a pas mal de choses qui rentrent aussi en ligne de compte. Et je pense que d'office, on peut l'aborder la prochaine fois. Parce que ces choses-là vous permettent justement de relativiser un petit peu le poids de ce qui vous est donné. En tout cas, de se dire, OK, ben, tout est beau, tout est génial dans Meta ou non, ça va pas. Ça vous permet de mieux comprendre un petit peu le comportement des gens. Et je pense que c'est ce qu'on essaie d'établir ici, de dire que les plateformes de reporting donnent une idée. Après, c'est de comprendre le comportement et de quelle manière le digital arrive à influer sur un comportement qu'on arrive à mesurer de manière plus ou moins complète ou incomplète, mais qu'on arrive à objectiver dans un CRM pour autant qu'on a un CRM. Et donc, prendre le temps, je pense, la prochaine fois, de revenir là-dedans pour voir de quelle manière, dans Meta, on a des outils qui vous permettent de vous aider par rapport à ceci, pour vous dire, vous, en tant que marketeer, de quelle manière les choses se passent dans une direction ou dans une autre, plutôt que de prendre juste ce qui est donné comme argent comptant et de se dire, de tirer des conclusions sur cette base-là. Or, si ça se trouve, le comportement des gens est quand même un petit peu plus complexe que ce que Meta vous donne à voir dans un premier temps. Puis si ça tombe, Jérôme, dans 6 mois, GA4 va nous sortir une IA qui analysera tous les résultats pour nous et donc on aura plus rien à faire. Et Google nous dira exactement combien on a eu d'achats ou de leads. Bah, écoute, merci Jérôme, c'était bien dense, hein. Je pense qu'on avait pas mal de rattrapage à faire sur ces derniers mois et sur l'été. Donc je pense qu'on vous a donné quelques clés pour bien démarrer la rentrée, et avoir une bonne vision sur ce qu'il faut faire pour le reste de l'année. Jérôme, on se retrouve bientôt pour toujours de nouveaux sujets sur ce digital qui n'arrête pas de rebondir et d'avancer. Ciao, salut Julien. Salut, ciao, ciao.